J'ai écrit quelque chose il y a quelques jours, c'était comme prémonitoire, suite au déluge qui est tombé sur Carcassonne et les villages aux alentours. Je suis médecin psychiatre à Carcassonne. Donc ma pensée va aux amis et patients sinistrés ainsi que les autres sinistrés. Alors voilà ce que j'avais écrit. Ces journées de l'Empire sont itinérantes. Hôpital à Timone, les archives, le théâtre Alcazar, le lieu des associations, l'école de management, et maintenant l'IFSI, la Blancarde, l'école d'infirmières. Si cette itinérance continue, nous finirons sur le Vieux-Port, dans l'Arche de Noé, plutôt de Raymond Négrel, avec une bouillabaisse pêchée préparée par ses soins. La barque de Raymond aurait été bien utile en terre d'Aude. Je ne me permettrai pas en retour de demander à Fernand Vicente sa montre, je vous rassure. Il n'est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas la montre de Dali, mais le processus inconscient, la montre molle de Dali, pardon. Mais le processus inconscient est intemporel, suivant le concept freudien. Nous passerons de sa montre, mais pas de sa présence absente, avec en fond une chanson de Brassens fredonnée par Jacques Tosquillas. Quand je pense, il y a souvent de l'inattendu dans la rencontre de quoi revisiter. Au sujet de l'inconscient, quand on se promène avec Jacques Tosquillas, il y a souvent de l'inattendu dans la rencontre de quoi revisiter le vecteur S du zombie, comme s'il était branché en courant continu sur l'inconscient, le paternel n'est pas loin. Pour introduire donc l'intervention d'Élie Pouillot, quelques mots sur l'histoire de famille. Mireille et Jacques sont mes cousins, vous lui demanderez, et Jacques Germain par le prénom. Pierre de Lyon est mon beau-frère par le nom. Élie Pouillot est mon beau-frère par le prénom. Histoire de filiation candélienne, Jean-Pierre Boulogne et un autre Élie Valéjot, étaient les deux derniers internes de François Tosquillas à l'hôpital psychiatrique d'Agen. Dans leur singularité, Marie-Rose, Germaine, Jacques et Michel Tosquillas ont en chacun d'eux des laines de François Tosquillas. Si vous avez le bonheur de rencontrer frères et sœurs, ou sœurs et frères, ensemble, c'est un psychodrame assuré. Cela balinte bien, un baline spontané avec des parfums de Morito préparés par Mireille. Si on se pose la question de la transmission de la famille Tosquillas, elle est réussie. Une pensée va au conjoint disparu, à Marie-Noël et à Salah. Dans son livre Un parcours, Jacques Scott fait référence à ses pères en psychiatrie. Zondi, Lacan, Iswanger, Tosquillas. Tosquillas étant le plus fraternel de ses pères. Alors Jacques Scott a su s'entourer sur l'université de Louvain de cliniciens de grande valeur comme Jean Melon, Lecoeuf, Jean Quinable, Marc Ledoux, que vous connaissez certains, et Robert Meub. Pour aller chez Pierre de Lyon au temps d'Angers, sans se donner mot, une surveste jaune était de rigueur. Vous pouvez demander à mes compères du chemin de Granges-sur-Lot, c'est le lieu où habitait Tosquillas. Patrice Ortoneda et Marc Salveta, ici présents. Cela de l'allure d'être en jaune, surtout si on est à bicyclette, avec les paroles de Pierre Barou dans les oreilles. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, je ne vous dis pas la suite. Je n'oublie pas sur les contrôles de thérapie à Granges, Roseline Hoquet, Daniel Caserotto, le 4e compère, et ma compagne Yannick. Trois souvenirs de Balint. L'un aux Trois-Rosiers, centre de jour pour enfants à Agen, avec Martine Boulol. L'initiation, d'autres ont suivi. Un second souvenir avec Marie-France Négrel, Henri Sadaoui et Jacques Tosquillas, à l'écoute du port à Canet, chez notre ami Michel Balat. Balint sur l'eau rythmée par le tintement des drisses et des haubans, poétique surréaliste. Un troisième à la Havane avec des amis cubains, où Jacques animait une dynamique pulsionnelle sans surmoi, ni défense intellectuelle, étonnant, décapant.
Alors si vous voulez faire du balinite, je vous conseille donc Cuba ou Marseille, mais cela peut marcher dans d'autres lieux si le désir est là. Je vous présente donc dans le cadre élargi de la psychothérapie institutionnelle, Élie Pouliot, que certains connaissent ici à Marseille, qui, si mes souvenirs sont bons, était venu par le passé présenter un travail accompagné par sa famille. La psychothérapie institutionnelle est vraiment une histoire de famille. Alors, Élie Pouliot est psychanalyste et directeur du CMPP et CATTP de Crépy-en-Valois, dans le département de l'Oise, enseignant en psychologie à Paris 7. Paris 13, excusez-moi. Tu me corriges si je dis des... Il a donc 2 jambes. On travaillait sur les structures de la Nouvelle Forge, donc François Tosquillès, le frère Odoras Torubia. Alors, son prénom c'est Acelio ou Afelio? Afelio, ouais. Enrique Serrano, le pédopsychiatre d'Oviedo, et Fernando Vicente. J'en profite pour citer les livres d'Enrique Serrano et de Fernando Vicente. Alors, pour Enrique, El Rio de la Memoria. Alors, c'est en espagnol, c'est un peu difficile, mais bon, c'est un très beau livre. Et le Fernando Vicente, La parole en psychiatrie, encore efficace, point d'interrogation. Alors, Jean M a été président du conseil d'administration. Alors, sur Jean M, je suis allé chercher un petit peu les éléments sur son histoire. Et, alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il disait souvent qu'il aurait aimé être acteur ou homme de théâtre. Et il y a un dénommé Jean-Louis Meillard, qui est un acteur français du début du siècle, qui jouait sous le nom d'acteur de Jean Hain. Ça étonne. Alors je ne vais pas tout vous dire sur Jean Hain, même, parce que ce serait trop long. Alors deux choses qui m'ont marqué chez Jean Hain. Il a milité avec d'autres contre l'utilisation de la psychiatrie à des fins répressives politiques, en URSS, et un de ses principaux ouvrages, Chronique de la psychiatrie à travers l'histoire des syndicats. Alors, les travaux d'Élie Pouliot, j'avais marqué à côté Travaux d'Hercule sur l'institution. Tu as pas mal écrit, hein? Alors, je cite, thèse de doctorat en psychologie en 2011, psychose, psychothérapie institutionnelle et aliénation. En 2012, dans Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, schizophrénie, aliénation et psychothérapie institutionnelle. En 2015, dans Clinique méditerranéenne, clinique des psychoses infantiles, du transfert dissocié à la direction de cure. En 2018, dans des cliniques méditerranéennes, la parentalité à l'épreuve de l'handicap de la petite enfance, du trauma à la fonction narrative. Alors, avant de lui passer la parole, 4 références de livres sur la rencontre. Alors, une que j'adresse à l'intervenant de ce matin, Jean-Jacques Lotin et sa compagne, puisqu'ils habitent Île-Susrogue. Dans l'arrière-plan de la Provence, la montée du Ventoux en 1336, par Pétrarque, à l'âge de 32 ans, rencontre avec soi-même, où il réussit l'ascension malgré ses errances spirituelles et existentielles, grâce à l'aide de son frère cadet. C'est la découverte du paysage, c'est un écho avec l'atelier qui s'est passé ici, si cher à Henri Maldinet. Pétrarque peut être considéré comme un des premiers humanistes. Alors, le deuxième livre, je fais lien avec l'intervention de ce matin de... Alors, Anneline Fournier et Marie Forger, qui sont infirmières, mais aussi ça peut s'adresser à Guillaume Alimani. Un deuxième livre qu'Antoine Viader a eu l'attention de m'envoyer, que j'ai pu lire dans cet été convalescent, Le Lambeau, écrit par Philippe Lançon, journaliste mutilé au visage lors des attentats de Charlie Hebdo. La relation soignée dans la rencontre est traitée de manière remarquable, analytique à travers l'écriture, sans jugement. En 3, un texte de Federico Garcia Lorca qu'on ne pourra pas lire ce soir parce qu'on manque de temps, mais qu'on essaiera de lire demain.
qu'il a prononcé pour l'inauguration de la bibliothèque de son village Fuentes Vaqueros en 1931. Alors, Federico García Lorca est un poète andalou tombé sous les balles des complices de Franco, mort sans sépulture en août 1936. Donc j'adresserai cette lecture à Pierre de Lyon, dans sa rencontre avec François Tosquelles, le premier repas partagé avec lui. Voilà. En 4, alors ça c'est pour Patrick Chemla. Vous voyez ? Une lettre de Simone Veil. Alors Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, hein, adressée, c'est W-E-I-L, hein, l'écriture, adressée à ses parents dans Correspondance familiale. C'est une philosophe humaniste, marxiste, mystique chrétienne, enseignante puis ouvrière. Elle a lâché son boulot d'enseignante de philosophie pour aller travailler à l'usine. Qui s'est engagée dans la guerre civile espagnole, puis dans la résistance au sein des milieux gaullistes de Londres. Alors je cite, je trouve ça magnifique. « L'extrême du tragique est que les fous n'ayant ni titre de professeur ni mitre d'évêque, personne n'étant prévenu qu'il faille accorder quelque attention au sens de leurs paroles, chacun étant sûr du contraire, puisque ce sont des fous, leur expression de la vérité n'est même pas entendue. Personne, y compris les lecteurs et spectateurs de Shakespeare, depuis 4 siècles, ne sait qu'ils disent la vérité. Non des vérités satiriques ou humoristiques, mais la vérité tout court. Des vérités pures, sans mélange, lumineuses, profondes, essentielles. » Fin de citation. Et c'est dans Correspondance, œuvre complète de Simone Veil. Donc, un mot sur Michel Balat, qui n'a pas pu venir lié à des circonstances familiales. Voilà, il y avait des journées qui étaient organisées à Aisne qui n'ont pas pu avoir lieu, ce qui est dommage parce que c'est une ambiance, je pourrais qualifier de, moi je trouve, félinine chez France Fabre. Et chez Michel, à Canet, les journées se passent sur l'eau. Hein, donc c'est pour ça que j'ai associé avec la question du Vieux-Port ici. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à Elie Pouillot sur la fonction de l'institution et d'institutionnaliser ses fonctions. Merci Charles de ta présentation. J'ajoute, alors tu as cité effectivement certains de mes écrits, alors j'en ajoute un parce qu'il me tient tout à fait à cœur, un ouvrage en 2014 qui se nomme L'aliénation et sur lequel l'aliénation sous-titrée psychose et psychothérapie institutionnelle, et je le dis parce que j'ai passé un peu quelques années dessus, quoi, voilà, qui me tient à cœur. Merci de ta présentation et je débute par remercier très chaleureusement Alain Brieux, je ne sais pas où sont tous ces gens-là, voilà, Marie-France Négrel, Raymond Négrel et toute l'équipe de l'AMPI, d'une part de m'inviter à prendre la parole, et surtout, année après année, d'organiser ces rencontres, qui sont toujours formidables, quoi, hein. Comme on disait de Lyon tout à l'heure, formidables, et qui, dans notre époque actuelle, dans l'ambiance actuelle, je crois, sont une vraie bouffée d'oxygène, une vraie respiration. Moi, je suis venu avec une partie de mon équipe, ça fait longtemps que je leur en parle, je suis très heureux qu'ils soient là pour entendre ce qui peut se dire ici. Et je crois qu'à l'époque actuelle, ça nous fait du bien, et je pense que nous vous en sommes tous reconnaissants. J'ai intitulé mon intervention, comme tu l'as dit, « La fonction de l'institution est d'institutionnaliser ses fonctions ». Alors, pour débuter, il convient d'aborder 2 précisions au titre de cette intervention. La fonction de l'institution, il n'y a bien entendu pas une, mais des fonctions. Et l'institution est à entendre dans la distinction qui sépare l'établissement et l'institution. À savoir que la définition d'une institution pourrait être la suivante. Une institution, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'établissement, comme le disait Horry, l'établissement. Ça se blisse avec l'État, ce qui est en lien avec l'État. Le statut, l'administration, ce qu'on connaît bien et avec lequel on lutte un petit peu. Établissement au sein duquel il va nous falloir développer des processus d'institutionnalisation, c'est le terme exact et c'est le terme d'Hélène Chéniaud, processus d'institutionnalisation de la clinique, processus d'institutionnalisation de l'établissement, ainsi de suite. Dans cette perspective, l'institution est à entendre comme une question clinique. Une question clinique pour travailler avec des patients, pour qui le processus psychothérapique ne peut être opéré que collectivement. C'est ce qu'a dit Pierre de Lyon ce matin.
Processus de psychothérapie qui ne peut être opéré que collectivement parce que des patients qui sont marqués par des mécanismes psychiques de type dissociatif, clivage, morcellement, et ainsi de suite. Beaucoup de nos patients n'établissent ainsi pas un, mais des transferts. Cela a été dit ce matin aussi. Une constellation de transferts qui assigne certains de nos collègues à une position de responsabilité transférentielle. Le terme est important pour moi. Une position de responsabilité transférentielle alors qu'ils n'y ont pas forcément été formés, voire même pas du tout. Si tant est que l'on puisse être formé, c'est le thème du jour, si tant est que l'on puisse être formé à la responsabilité transférentielle, ce que je ne crois pas. Je prends un exemple parmi 1000. Une petite fille qui ne veut ou qui ne peut attendre seule son rendez-vous avec sa psychologue en salle d'attente et qui attend au secrétariat à côté de la secrétaire avec qui elle parle. Pendant ce temps, elle prend une feuille, dessine un cœur et au milieu du cœur, elle inscrit « maman ». Elle dit à la secrétaire « c'est un cadeau pour maman ». Oh, et puis non, t'es gentil, toi, c'est à toi que je l'offre. Je pense que nous avons tous ici pléthore d'exemples de ce type. Cette assignation transférentielle qu'adresse le patient nous convoque à l'institutionnalisation de certaines fonctions. La clinique de l'enfance nous enseigne que tout être humain, et particulièrement dans les premières années de sa vie, a besoin d'un historien. Cet historien est le garant de la continuité d'existence de l'enfant. Il fait des liens entre les époques, interprète le présent en le reliant au passé, témoigne de l'oubli, convoque par la parole les personnages qui ont habité le théâtre de l'enfance. Nous pourrions dire d'un adulte en bonne santé psychique, et c'est à ça qu'œuvre la psychanalyse, est un adulte qui est capable d'être son propre historien. Cette position d'historien de l'enfant ne relève bien entendu pas d'un statut, mais d'une fonction qui peut être occupée par plusieurs personnes, au premier rang desquelles sont les parents. Je ne reviens pas ici sur la distinction statut, rôle, fonction qu'a si bien développé Jean Houry. La situation est plus complexe pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE, avec souvent, des ruptures d'historicisation qui entraînent une discontinuité du rapport à soi et aux autres, donc à l'existence. Cette fonction d'historien est dans le transfert fréquemment adressée au thérapeute par l'enfant. Le thérapeute est alors assigné à la position de témoin de l'existence et du rapport à l'existence de cet enfant. Il n'y a pas d'histoire sans témoignage, et dans la relation clinique, la position d'historien ne va pas sans celle de témoin. Depuis l'enfance et tout au long de notre vie, nous avons besoin d'un témoin qui garantisse que nous pouvons témoigner auprès de lui de notre existence et de ses contenus. Je crois que presque tout parent demande régulièrement à son enfant « Tu as fait quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» L'enjeu de cette question est moins dans le contenu de la réponse de l'enfant que dans l'acte même de faire le récit de l'histoire de sa journée auprès d'un parent qui se positionne en témoin de ce récit. Paul Ricoeur disait que l'on acquiert une existence par le récit que l'on se fait à soi-même de sa propre existence. On acquiert une existence par le récit qu'on se fait à soi-même de sa propre existence. Mais ce récit à soi-même exige la présence d'un témoin, fût-il devenu à l'âge adulte interne. C'est d'ailleurs sans doute cela qui marque la fin d'une analyse, à savoir le moment où l'analysant peut poursuivre son analyse sans l'analyste, c'est-à-dire le moment où il peut la poursuivre avec son analyste interne. Il me semble qu'avant d'être une pratique interprétative, la psychanalyse est une pratique narrative. Et ce récit dont nous témoigne l'enfant construit ou restaure une fonction narrative indispensable au processus de liaison et au développement de la pulsion de vie. Pierre de Lion, dans un article intitulé « Histoire, institutions et soins » que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage dirigé par Bernard Goltz et Sylvain Mistonnier, « Récit, attachement et psychanalyse pour une clinique de la narrativité » chez RS, Pierre de Lion a parfaitement démontré les effets pathogènes des ruptures de la fonction narrative chez les parents d'enfants atteints de troubles psychiques ou de handicap. Panne de la rêverie maternelle, qui n'est pas que l'affaire des mamans, interruption du fantasme, risque dépressif et autres. Et, au contraire, les effets symboligènes et antitraumatiques de la restauration de cette fonction narrative. Je propose donc ici d'identifier 3 fonctions essentielles dans la clinique de l'enfance: la fonction historiale, la fonction testimoniale et la fonction narrative. L'expérience clinique auprès d'enfants et d'adolescents dont les troubles psychiques sont suffisamment complexes pour ne pas pouvoir être soignés par une personne seule, le thérapeute,
mais bien plutôt par un collectif, en somme une psychothérapie effectuée par l'institution, psychothérapie institutionnelle, psychothérapie effectuée par l'institution qui devient en elle-même le partenaire, la partenaire du lien transférentiel qu'établit le patient. Cette expérience clinique, donc, cette expérience clinique particulière, nous enseigne que ces trois fonctions, fonction historiale, fonction testimoniale et fonction narrative, sont à l'œuvre dans l'ensemble du collectif institutionnalisé qui est en lien avec la clinique de l'enfant. Certains patients ont construit leur monde psychique dans un rapport préobjectal qu'ils ne peuvent transférer sur une seule et même personne. Ces patients, marqués par des processus psychiques complexes, voire archaïques, adressent des parties de leur histoire et des liens qui les ont psychiquement construits au travers de transferts dissociés. Il y en a beaucoup été question ce matin. Transferts dissociés, donc, qui est un terme de Jean Houry, et transferts dissociés qui se déposent sur une multitude d'intervenants, constituant par là même une constellation transférentielle, selon le terme de Toscaïès. On ne transfère pas sur un diplôme, et le transfert reste quelque chose de mystérieux, d'intime, mu par des mécanismes inconscients, projectifs et imaginaires, tout comme l'amour d'ailleurs. Je me rappelle que Lucien Israël, dans son séminaire « Boiter n'est pas péché », disait que personne n'a encore véritablement trouvé la distinction entre le transfert et l'amour. Ces mécanismes peuvent bien entendu se déposer sur des personnes dont l'établissement et sa logique administrative n'avaient pas prévu statutairement qu'elles inscrivent leur travail dans une fonction psychothérapique. C'est pourtant le cas. L'enjeu sera dès lors de repérer toutes les personnes qui constituent cette constellation transférentielle du patient et de les réunir afin de faire apparaître l'ensemble du contre-transfert institutionnel, c'est-à-dire la somme des contre-transferts individuels des acteurs de la constellation transférentielle, donc faire apparaître l'ensemble du contre-transfert institutionnel qui répond à l'unité du fonctionnement psychique du patient qu'il adresse de manière dissociée à chaque membre de cette constellation. Je précise, et je crois que c'est important, je précise tout en n'étant bien sûr pas dupe des fictions interprétatives que nous nous construisons par là même. Ce que Michel Balla, tu en as parlé, ce que Michel Balla, en appuyant sur Horace Torrubia, nommerait sûrement avec bienveillance des conneries. Nos fictions interprétatives, s'autoriser à dire des conneries. Alors dans ce s'autoriser, évidemment, il y a beaucoup de choses derrière, quoi. Je reprends ici le triptyque que nous propose Pierre de Lion. Fonction phorique, fonction sémaphorique, fonction métaphorique. Fonction phorique, l'accueil et le portage psychique de nos patients, c'est essentiel. Fonction sémaphorique, le déploiement d'une tablature permettant l'inscription des signes qui nous adressent. Nous pouvons ici faire le lien avec les concepts de fonction scribe et de feuille d'assertion que développe là aussi Michel Balla depuis la sémiotique de Peirce. Et fonction métaphorique, la constitution en réunion et collectivement d'hypothèses interprétatives depuis l'élaboration de ces signes que nous adresse le patient. Et bien sûr, métaphore dont nous savons bien qu'à tenter de représenter le réel, elle nous en coupe irrémédiablement. Ce schéma transfert dissocié, constellation transférentielle, contre-transfert institutionnel pourrait paraître limpide, si ce n'est qu'il se heurte à une réalité de l'aliénation sociale, qui est qu'il ne suffit pas de mettre des gens autour d'une table pour qu'ils se parlent. Je soumets ici à votre approbation la distinction qui m'est chère et que j'ai déjà développée dans d'autres écrits, de trois figures de l'aliénation sociale. L'aliénation sociale globale, l'aliénation sociale locale et l'aliénation sociale interne. Il me paraît être la moindre des politesses qu'un établissement de soins propose à ses patients, qu'un établissement de soins propose à ses patients une aliénation sociale locale, donc en son sein, différente de l'aliénation sociale globale, qui a exclu le patient et son aliénation psychopathologique, double aliénation. Je prends là aussi un exemple parmi tant d'autres. Un adolescent intelligent, mais dont l'agitation et les troubles du comportement entraînent son exclusion du collège et son orientation en ITEP. Après une période d'adaptation, cet adolescent répète la production symptomatique qui a entraîné son exclusion du collège et reçoit la même réponse, là aussi répétée, il est exclu de l'ITEP. C'est-à-dire qu'il est exclu de l'établissement de soins précisément pour les symptômes qui l'y ont amené. Le lieu d'analyse de cette aliénation sociale globale, le lieu de son asepsie, selon le terme d'Houry, de sa transformation en une aliénation sociale locale, adaptée, articulée à l'aliénation psychopathologique du patient, est bien sûr la réunion. Pierre de Lion en a parlé. C'est bien sûr la réunion, si tant est qu'une fonction d'analyse institutionnelle y circule. À ce titre, s'il n'existe pas de réunion dans une équipe,
il est nécessaire d'engager une lutte, seul ou à quelques-uns. À quelques-uns, c'est plus facile. Une lutte pour transformer l'aliénation sociale de l'établissement afin qu'il existe des lieux où il soit possible de se parler. Il me semble que l'une des questions principales de la psychothérapie institutionnelle, au moins en termes d'analyse institutionnelle, est la suivante. Qu'est-ce qui fait que l'on se tait ? Et plus particulièrement, qu'est-ce qui fait que l'on se tait dans un lieu où l'on pourrait parler ? Les réponses sont bien sûr multiples, mais l'une d'entre elles, qui me semble parmi les plus dures à dénouer, réside dans l'aliénation sociale interne de chacun, à savoir l'identification et l'intériorisation du sens de sa propre place statutaire dans l'espace social local de l'établissement. Mais qu'ai-je à dire sur cet enfant, moi qui ne suis que secrétaire, qui ne suis comme d'entretien, patati patata. Dans cette réunion où se trouve le grand psychiatre, le grand psychanalyste, le directeur, qui eux, évidemment, doivent savoir. La réception de cette identification et de cette intériorisation du sens de sa propre place dans l'établissement est fréquemment précédée et préparée par la trajectoire sociale de la personne qui fait qu'elle est hélas, pas toujours mais souvent, attendue naturellement. Je dis naturellement entre guillemets car c'est d'une construction sociale dont il s'agit bien entendu. Elle est attendue naturellement à la place à laquelle elle a été imaginairement, historiquement et socialement assignée durant sa trajectoire de vie, médecin, infirmier, éducateur, secrétaire, et dont elle a déjà ainsi éprouvé la position et les dissymétries de position durant cette trajectoire. Pierre Bourdieu parlerait sans doute ici non pas de lutte des classes, mais de lutte des habitus. Dans cette triade de l'aliénation sociale globale, locale, interne, l'enjeu devient dès lors, et ce n'est pas des moindres, la constitution longue et patiente de ce qu'il conviendrait d'appeler un habitus institutionnel. Un habitus institutionnel, à savoir l'intériorisation des discours, des représentations et des pratiques qui organisent le tissu institutionnel local. Je crois que Patrick Schéma le démontre très bien. Je reprends, pardon. L'intériorisation des discours, des représentations et des pratiques qui organisent le tissu institutionnel local dans une subversion des discours, des représentations et des pratiques qui organisent les prescriptions globales dont l'établissement est le porteur. Nous pouvons attendre, mais cela prend du temps, que cet habitus institutionnel entre en conflit sur la scène interne de chacun avec ses propres habitus pour que, un matin, comme le dirait Foucault, il devienne naturel, au prix d'une âpre déconstruction sociale, qu'une collègue secrétaire fasse part, dans une réunion imaginairement dominée par les psys, de son ressenti face à tel enfant, restituant par là même, dans l'espace psychothérapique, le transfert dissocié qu'il lui avait adressé. Dans une perspective d'analyse institutionnelle, cette dimension me paraît essentielle dans l'espoir de faire tendre nos pratiques vers une hypothétique psychothérapie institutionnelle en contradiction des normes qui organisent notre métacadre actuel, à savoir le contrôle et ce que je nomme en opposition à l'analyse institutionnelle, le comportementalisme institutionnel. Dans cette perspective, les fonctions historiales, testimoniales et narratives dont nous repérions l'importance dans la clinique de l'enfance, mais pas uniquement, me semblent toutes aussi essentielles à repérer dans la clinique institutionnelle. Chaque collègue inscrit dans la constellation transférentielle d'un patient reçoit de celui-ci des éléments de souffrance psychique, introjecte des éléments bêta et du matériel non symbolisé. Au-delà même de la pertinence clinique pour le patient de l'élaboration collective de ce matériel, il en va, selon une logique pathoplastique, de la santé psychique du soignant de pouvoir élaborer sa propre histoire avec le patient et les enjeux psychiques qu'il y a à faire, en témoignant de ce vécu et de son éprouvé auprès d'un collectif qui en accueille le récit et qui prête la somme de ses appareils psychiques à notre collègue dans le but de métaboliser les éléments non symbolisés avec lesquels il se débat. Ce travail d'élaboration transforme ainsi, dans le dispositif institutionnel, les éléments bêta-toxiques qui agitent le fonctionnement psychique de notre collègue en éléments alpha sains et métabolisés, lui évitant par là même d'emporter chez lui, le soir, ces éléments psychiques toxiques et, faute de mieux, de les adresser à son environnement familial
sans doute déjà fatigué d'écouter les plaintes et de subir les humeurs de ce grand bêta. Ces cliniques complexes qui sont les nôtres, ces cliniques transférentielles, et je pense ici au terme de Pierre de Lion de psychiatrie transférentielle, sont des pratiques cliniques qui ne se fondent pas sur le savoir de techniciens sur leur objet d'étude, mais qui se basent, au contraire, sur la rencontre d'êtres humains aux prises avec leur vécu et leur inconscient, et dont on peut attendre comme distinction, quoique, dont on peut attendre comme distinction entre eux, que certains, les soignants, mais pas toujours, aient déjà une expérience de ce chemin psychothérapique qui a consisté à soigner son propre rapport à son histoire. Du protocole à l'être avec, ces cliniques transférentielles mettent dès lors en jeu un certain nombre de fonctions dont nous n'avons relevé qu'une infime partie et dont la mise au travail ne peut se réduire aux normes et aux prescriptions d'un établissement. Il en va dès lors de notre responsabilité d'institutionnaliser cet établissement afin de créer et de recréer toujours une institution dont la fonction est d'institutionnaliser les fonctions sous-jacentes qui circulent au sein de l'établissement. Merci de votre écoute. Le thème sans tabou va intervenir. Alors, mais ça c'est un peu vidé. Alors Charles nous a fait un petit topo sur l'histoire de l'Empire et de ses déplacements. Donc peut-être qu'on va finir sur l'Aquarius finalement sans pavillon, puisqu'on en parlait dans l'atelier 2. Peut-être qu'il faut être des contrebandiers, des forbans, des corsaires pour pouvoir travailler encore. Alors pour voir si vous suivez en fonction de ce que disait Charles. Comme Charles, je suis le frère d'Élie, le fils de Pierre, de Jacques et de Jean. J'aime Hélène, l'enfant caché de François. Je viens de loin, je viens de Lyon. Qui suis-je? Alors, petit indice. Pierre travaille Pôle emploi. Non, toujours pas? Bon. Les montagnes ne se souviennent pas de leur nom, ce sont les hommes qui les nomment. Charles le dit à Patrick Chemelin, tu peux dormir sur tes deux oreilles, car Simone veille. Alors, Charles présente Élie, ce qu'il écrit Élie, et oui, s'il écrit, c'est aussi qu'il lit Élie. Élie, il lit aussi la clinique et la théorie, puisqu'il vient avec des collègues. La clinique, c'est aussi le travail d'historien, qui peut relier, rappeler, souvenir, venir, souvent témoigner. T'es moins que rien, t'es témoin que c'est faux, que ça file, que ça récite, ça cite. Il faut un endroit, un site, une oreille. La psychanalyse est une pratique narrative, narre le son, le soin et le silence, conte et raconte la rencontre, donner, prendre et rendre compte, tout attendre, se rendre compte qu'on sait ce seul, qu'on se croit seul. L'amour est un transfert comme les autres. L'hôte du transfert est celui qui accueille, cueille une fleur et l'offre, s'autorise à déconner, dire des conneries, vit. Et oui, on peut toucher les patients, même si on est psychologue. Et on peut même être touché par eux. Qu'est-ce qui fait que l'on se tait dans un lieu où l'on pourrait parler? Mais qu'ai-je à dire de cet enfant, moi qui ne suis que con? Alors n'oublions pas quand même, on peut être con et dire des trucs intéressants. Par exemple, il y avait Jacques Lacon. Bon, c'est la fin de journée. Bon, dans une équipe, chaque collègue est dans un transfert partiel, accueilli des éléments bêta qui l'agitent, le grand bêta, comme le dit Élie, alors qu'il pourrait être un grand alpha. Merci. Intervenir. Ici d'intervenir après Toltem. Chemelin. Tu as déplié les éléments de l'aliénation, et je voudrais reprendre cette question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se tait, et pas quelqu'un, mais que l'on se tait, plus exactement, alors que l'on pourrait parler? C'est une question qui est lancinante pour moi, depuis que je travaille en psychiatrie, et qui n'est pas spécifique aux personnes qui seraient censées être les petites mains de la psychiatrie,
subalternes et prises dans des processus de domination. Pourquoi est-ce que dans les commissions médicales d'établissement, les psychiatres se taisent? Pendant très longtemps, ils ont eu un statut indépendant. Ils étaient inaltérables, sauf vraiment à faire des fautes extrêmement graves, et même. Et pourtant, ils ont tout laissé passer. Je suis dans des CME depuis maintenant, je sais pas, 78, je crois. Bon. Et je vois à quel point les collègues se taisent tout le temps. Sauf quelques-uns, et même maintenant, pratiquement personne. Bon. Donc on a ce processus de silenciation. Il y a quelque chose d'un désir de se taire, d'un désir lâche de se taire, et de céder par rapport au processus de domination, d'aliénation massif. Je ne sais plus comment tu le classes, mais je pense quand même qu'on a affaire avec ça. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de courage. J'utilise une valeur morale, je le sais, mais quand même, il y a quelque chose. Beaucoup de courage pour pouvoir l'ouvrir aujourd'hui dans des lieux de pouvoir. Et y compris, on parlait des équipes tout à l'heure, en disant ouais, on va se requinquer dans l'équipe. Ben non, il y a du pouvoir de partout. Hein. Et Foucault a bien montré que les hiérarchies, elles sont aussi horizontales. Et que souvent les équipes s'unissent autour de la résistance. Et c'est rarement autour d'un collectif de travail. Ça, c'est une conquête, un collectif de travail. Les équipes sont unies autour de s'unir pour se taire, très souvent. Et résister à quoi? Pas forcément au médecin, au désir inconscient. Alors, le problème, c'est que je crois qu'on bute tout le temps sur le Kévoy. Qu'est-ce que je fous là, traduisait Houry, c'est-à-dire qu'il rajoutait la dimension du là, du lieu. Qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire, quel est le désir, non pas conscient, mais inconscient, qui fait que je suis là, amenant non seulement mon corps physique, mais mon corps psychique, et que je vais l'ouvrir, ou pas, hein, mais que, y compris mon silence, sera vecteur d'une parole signifiante. Bon. Je trouve que c'est une question immensément compliquée parce qu'elle articule à la fois la dimension de l'aliénation politique et tout de suite de l'aliénation non seulement au signifiant, mais finalement à la question du lieu, d'être là. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Alors on bute sur la dimension du salariat. Les gens font la grève de la faim, montent sur les toits des hôpitaux psychiatriques en ce moment, et pour en une grande part des conditions inhumaines de travail. Pas forcément pour l'inhumanité du travail, du sens du travail en psychiatrie. C'est quelque chose d'une discussion qui est en train de s'élaborer peut-être, peut-être pas, à l'intérieur des piquets de grève à Amiens ou ailleurs. Bon. Mais je trouve que voilà, ce sont des conditions qu'il s'agit de ne pas collaber, aplatir. C'est très important de les déplier et de garder vraiment pour nous cette question, comment se fait-il que même dans des lieux, je parle en connaissance de cause parce que ça fait comme des années que je travaille dans le même service pour que les gens puissent s'autoriser à l'ouvrir, à parler, à prendre non seulement, mais que leur parole soit non seulement entendue mais fasse acte, quel que soit leur statut, et pourtant on bute à chaque génération de gens qui arrivent, à chaque nouvel arrivant, sur cette difficulté à s'autoriser à parler. Voilà, bon, c'est une question, hein, c'est un constat, peut-être un peu, c'est pas pessimiste, c'est réaliste. Qu'est-ce qui fait que on va créer les conditions de possibilisation de la parole, et qu'en même temps qu'on bute sur le fait que quelqu'un n'a pas forcément le désir d'être là? Alors, bon, j'ai juste deux phrases parce que j'ai 1000 choses à te répondre, quoi. Et effectivement, moi, c'est une question que je me pose en permanence. Alors, je te dis deux phrases sur deux points, quand même. Le pouvoir et la question de l'aliénation. Tu mets en lumière la question du pouvoir. Effectivement, je n'en ai pas parlé. C'est une question qui est absolument clé. Parce que ça ne se passe pas que dans les CME, cette histoire de qu'est-ce qui fait qu'on se tait. C'est aussi dans la réunion banale qu'on a tous les jours. Dans mon équipe, moi, un homme d'entretien qui est extrêmement doué pour bricoler, du coup, qui a fait un gros bricolage avec un indicateur et qui fait des choses assez remarquables. Il est un peu bourru, il est très fort, et donc on a remarqué que les patients, très souvent, lui prêtent un transfert paternel. Lui-même, il peut dire, bah, lui, il voudrait que je sois fier de lui. Quand il en parle dans des interstices, il te parle d'une manière clinique très précise des enfants. Mais c'est une difficulté, tu le sens pour lui, de parler de ça en réunion. Tu dis comment faire, quoi. Alors, il est sympa, on s'entend bien, donc il vient dans les réunions, quoi. Bon, mais ça ne suffit pas à prendre la parole. Alors, il y a des éléments quand même. Tu parles de la question du pouvoir. La question du pouvoir, effectivement, dans les CME, bon,
pas que dans les CE, mais dans les réunions toutes bêtes aussi. Moi j'ai toujours en tête, je pense que c'est très important de bien distinguer, là aussi Bourdieu nous aide, de bien distinguer la question du pouvoir réel et du pouvoir symbolique. Le pouvoir réel, bon, c'est le directeur, c'est celui qui peut emmerder le monde, quoi. Le pouvoir symbolique, comment est distribué, quelle est l'inégale distribution du pouvoir symbolique dans une réunion? Est-ce que c'est le médecin directeur qui a le pouvoir réel, qui est aussi le détenteur, qui a le monopole du pouvoir symbolique? Attention, gourou. Est-ce que c'est une personne dans l'équipe? Est-ce que le directeur est disqualifié? Bon, donc on ne reconnaît pas une autorité à sa parole, mais c'est un ou deux lacaniens qui sont là depuis 20 ans, qui ont ce pouvoir symbolique, et comment est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils l'utilisent comme un outil de castration, comme un outil de jouissance? C'est-à-dire, je peux te faire une interprétation qui tue, donc du coup tu te tais, parce que tu as peur. Bon, ça c'est des questions. Je crois qu'une équipe qui est à peu près saine, c'est une équipe où on essaye de garantir, mais c'est très complexe, que le pouvoir symbolique, il n'est pas l'apanage d'un personnage, fut-il charismatique ou très brillant, mais qu'il est vraiment institutionnalisé. L'institutionnalisation du pouvoir symbolique, quoi. Déhiérarchiser le pouvoir en l'institutionnalisant, si tu veux, quoi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je te réponds, tu parles de l'aliénation. Moi, ce que j'ai essayé de dire, qu'est-ce qui fait qu'on se fait, il y a 1000 raisons qui font qu'on peut se taire. J'ai essayé de soutenir quand même que l'aliénation sociale, c'est pas uniquement comment est-ce qu'on est pris dans les rapports qui organisent un espace social, c'est aussi comment est-ce que ces rapports qui organisent un espace social sont pris dans les rapports qui organisent nous-mêmes notre propre espace psychique. Comment est-ce que les structures sociales déterminent les structures mentales? Et pour moi, c'est vraiment important de distinguer ces trois niveaux d'aliénation sociale, l'aliénation sociale globale, la France Macron en 2018, qui n'est pas la même que la France 45, qui n'est pas la même que Syrie aujourd'hui ou que la Syrie en 70, et l'aliénation sociale locale. Ici, il y a une petite aliénation sociale locale en ce moment. Il y a des discours ici qui sont entendus. On peut critiquer la chaîne. On prend le même discours, on le met dans un autre colloque, c'est un drame. Bon, et puis il y a des discours qui sont tout à fait entendus dans d'autres colloques sur la chaîne, qui disent ici, personne ne se ferait huer, quoi. Il y a des organisations locales sur lesquelles, là, je crois qu'il est très important d'agir. J'ai connu personnellement, je crois qu'il faut lutter sur ces différentes strates. J'ai connu personnellement des personnes qui luttaient contre l'aliénation sociale globale telle qu'elle s'exprime dans nos champs actuels, dans le champ psychiatrique, bon, voilà, dont j'étais parfaitement d'accord quand ils prenaient la parole sur les tribunes, et qui localement, le lundi matin au boulot, étaient des vecteurs d'aliénation sociale locale, mais extrêmement puissants. Bon. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut lutter sur l'un, il faut lutter sur les deux, quoi, je crois. Et ce dont j'ai essayé de témoigner, celui sur lequel il me semble que c'est le plus dur de lutter, mais il ne faut pas baisser les bras, et c'est pour ça que j'essaye de parler d'habitus institutionnels, c'est comment est-ce que cette aliénation sociale, elle est intériorisée, comment est-ce qu'elle détermine les structures mentales, quoi. Daniel, peut-être? Oui? Ah oui, ça y est, pardon. Bon, oui, les gens qui ne parlent pas en réunion ou ailleurs, bon, oui. Est-ce qu'ils parlent nulle part? Ils ne sont pas forcément mutiques, quoi. Ils vont peut-être parler ailleurs. Ils vont peut-être parler ailleurs, dans un autre petit groupe qui se situe ailleurs, dans l'établissement, et qui à ce moment-là vont parler de ce qu'ils n'ont pas pu dire à la réunion ou ils n'ont pas pu dire à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs lieux, et si on pouvait... si on parle d'institutions, on pourrait parler de multiples institutions, de créer de multiples lieux, institutionnalisés, institutions. On sait que dans un pays où toutes les institutions sont réunies dans une même chose, au même endroit, la police, la justice, le législatif, c'est la monarchie, c'est la dictature, mais dans un pays un peu démocratique, il faut qu'il y ait multiples institutions. Les multiples institutions elles pourront passer de l'une à l'autre pour que ça puisse circuler, pour que chacun puisse trouver un petit peu de liberté, un petit peu de moyens aussi de parler et de s'exprimer. Donc, institution, peut-être il faudrait mettre au pluriel, quoi, hein, et qu'il ne suffit pas d'avoir des réunions, mais il faudrait y avoir d'autres lieux dans lesquels des choses puissent se passer, des échanges avoir lieu. Alors d'autres formes de réunions, j'en sais rien, hein. Il y en a qui font du syndicalisme, autre chose, je ne sais pas, mais c'est pareil pour les gens qu'on accueille, quoi. Et là où je travaillais, on leur propose plusieurs activités, on ne leur propose pas une activité. Donc ils vont passer d'un club de ceci à un club de cela, du repas où on va discuter entre nous, à une réunion qu'on va faire ailleurs. Et donc multiplier les lieux, institutionnaliser, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a rencontre répétitive des mêmes gens, ça s'institutionnalise d'une certaine façon. La machine à café peut-être aussi, ça peut être un lieu, je ne sais pas. Mais plutôt réfléchir à ça, plutôt que de voir une institution unique, mais qui se démultiplie en plusieurs institutions, quoi, et qui coexistent et qui ont des liens, et que chacun puisse passer de l'une à l'autre.
Dernière intervention avant de passer à l'actualité psychiatrique. Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, là, en dernier, à propos de penser des espaces comme ça, différenciés, et de pouvoir circuler entre. Moi, je vous dis, j'ai un vécu de patiente psychiatrique, personne avec expérience psychiatrique, comme disent les anglo-saxons. Voilà, on parle du morcellement souvent hystérique de l'institution. Moi, je disais aussi, je l'ai écrit par le passé, que les patients se prennent en pleine gueule s'il n'y a pas quelque chose pensé par le cadre et par quelque chose qui tienne ensemble. Là, monsieur, vous parliez de ce qui fait témoin d'une histoire dite collective. Si le travail n'est pas fait sur ce qui fait culture, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'atelier 3, ce qui fait culture commune et hétérogène et ce que vous voulez, bon bref, vivante, mais cohérente, ça marche pas du tout. En tout cas, pour les patients qui arrivent à survivre dans des institutions psychiatriques, je dirais que rien n'est moins simple que de vivre dans une institution, établissement, je préfère le terme institution personnellement, dans une institution qui, oui, peut-être un peu rhizomique, bon pourquoi pas, on pourrait imaginer des choses très, très sophistiquées, mais ce serait un peu compliqué de ne pas faire du lien. Moi, longtemps, je me suis heurtée au mot linéaire. Moi, je trouvais que une lecture linéaire, par exemple, c'était super gonflant. J'aimais pas trop ça, la 2D, quoi. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui tient ensemble. Ça passe par une écriture, par un récit, par quelque chose, en tout cas, qui fait langage et différencier des lieux d'expression et que ça circule. C'est peut-être une autre façon de penser l'espace. Mais pour revenir toujours au même, c'est qu'il faut un moment commun pour témoigner chacun de ce qui se passe à un instant qu'on partage, qui est sans doute la réalité. C'est une question d'Albert Moreau aussi. Oui, je voulais revenir un petit peu sur un point que tu avais développé après l'intervention de Patrick Chemla. J'ai un doute là-dessus parce que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce que tu désignais comme le pouvoir symbolique était plutôt, enfin dans l'exemple que tu donnais, du côté du pouvoir imaginaire. Et parce que, en fait, alors si on fait cette distinction-là, enfin c'est pas une distinction pour la distinction, c'est parce que il me semble que ça laisse entière la question de la décision dans le collectif. Et que comment cette décision s'élabore et quels sont les enjeux qu'il y a dans cette décision qui ne sont pas ni ceux du pouvoir imaginaire, ni ceux, enfin, qui doivent en tenir compte, ni ceux du pouvoir réel. Oui, je te remercie de ta question. Effectivement, c'est ciselé, quoi. C'est une question complexe. C'est une question sur laquelle moi je suis en train de réfléchir, effectivement. Je crois que c'est quand même lié. Mais tu as peut-être tout à fait raison. C'est quand même lié parce que le pouvoir symbolique relève de l'autorité que l'on confère au discours et à la validité du discours de quelqu'un, indépendamment de son pouvoir réel, même si le pouvoir réel a un impact sur le pouvoir symbolique. Mais effectivement, cette reconnaissance, elle est évidemment partiellement imaginaire. Bien entendu, on ne reconnaît pas tous le pouvoir symbolique à nos interlocuteurs, à nos collègues, en fonction de ce qu'on en fantasme, de ce qu'on imagine. Donc effectivement, je trouve que les deux questions sont assez liées et il me faudra encore travailler plus pour être plus précis dans cette distinction-là. Dernière intervention, là, quelqu'un voulait intervenir ? Ah, voilà. Ça me dérange du coup. Vous parliez de pourquoi on se tait alors qu'on pouvait parler, et je me disais pourquoi on se tait alors que je pourrais parler. La question du sujet, la question du désir. Bien. On va rester là.